Très bien. Les amis, je pense en fait qu'il est approprié de faire revenir Kid Rock, de le faire monter sur scène maintenant, parce que j'ai adoré sa chanson avec Sheryl Crow. C'était un grand succès. Vous savez, j'ai rangé ta photo. Celle-là, très pertinente aujourd'hui, parce que ce qui fait le buzz sur Internet en ce moment, c'est le Picturegate. Qui a rangé cette photo? C'est ce qu'ils veulent savoir. Cela fait référence à une photo d'Erika et Charlie le jour de leur mariage, que Charlie avait dans son bureau à la maison. Cette photo a soudainement disparu après sa mort et je vais vous expliquer pourquoi Internet s'enflamme à ce sujet. Aussi, ils viennent tout juste de licencier Carrie Prejean pour avoir défendu les catholiques au Texas, les catholiques et les gens sensés, parce qu'elle refuse d'adorer Israël, ce que les catholiques ne peuvent pas faire et que les personnes morales ne devraient pas faire. C'est fou, mais vous savez, la suprématie ethnique va effectivement à l'encontre des enseignements de l'Église. Bienvenue de nouveau sur Candace. Par où commencer? J'aimerais commencer par une mention spéciale à Laura Loomer. Laura Loomer, cet après-midi, notre psychopathe sioniste attitrée. Elle est incroyable. Après l'épisode d'hier, elle s'est rendue sur X pour exiger qu'Erika Kirk me poursuive en justice. Voici ce qu'elle a écrit. Elle a dit « Il est temps pour Madame Erika Kirk de poursuivre Candace Owens en justice. Elle est allée trop loin. Comme c'est original, une sioniste qui menace de poursuivre en justice. Oh, c'est tellement nouveau. On dirait que c'est tout à fait inédit. Et Laura, bienvenue sur le podcast de Candace. On dirait que tu es peut-être nouvelle ici. Ce qu'on fait depuis 5 mois, c'est essayer de découvrir qui a tué Charlie Kirk. Et même si nous avons définitivement découvert beaucoup de choses, ce processus a été quelque peu retardé et compliqué par le fait que nous n'avons pas accès au téléphone de Charlie, au téléphone d'Erika, au téléphone de Dan Flood, au téléphone de Mikey McCoy, aux journaux, au téléphone de Frank Turek. Si nous avions réellement obtenu, par le pouvoir des tribunaux, le droit d'assigner toutes ces informations à comparaître. Je soupçonne que vous auriez peut-être déjà résolu cette affaire. Même avant sa cérémonie commémorative, avant ce qu'on appelle l'événement du siècle. Alors merci. Nous accueillons cette opportunité, Laura. C'est littéralement ce que nous faisons ici. Cela mis à part, quelque chose d'autre a commencé à faire le buzz la nuit dernière, un détective d'Internet qui, j'aurais dû découvrir qui c'était. Tout le mérite revient à ce détective d'Internet, qui qu'il soit. Il a remarqué une différence intéressante dans le décor du studio de Charlie Kirk à la maison. Donc il a son studio à la maison et un studio au bureau. Et dans le décor de son studio à la maison, il a une photo de mariage. Et je vais vous expliquer pourquoi cette photo de mariage devient soudainement importante. Donc, la dernière apparition en direct de Charlie avant qu'il ne soit assassiné était, du moins depuis son studio à la maison, le 8 septembre. C'est la date à laquelle je crois qu'Erika était en fait à Fort Huachuca. Eh bien, malgré le fait qu'il venait tout juste d'arriver d'un vol en provenance de Tokyo, peu avant minuit le 7, Charlie Kirk était réveillé. Et il a fait 1 heure du Charlie Kirk Show le 8 depuis son studio où il a résumé ce qu'il avait aimé en Corée et à Tokyo. Et à l'arrière-plan, on peut voir que Charlie a une photo de mariage. D'accord, c'est le matin du 8 septembre, juste pour que vous gardiez ça en tête rapidement. Voici cette photo de mariage derrière lui, que vous pouvez voir. Et je pense aussi qu'elle est disponible sur leurs 2 comptes Instagram. D'accord. Le 9 septembre, il est allé au bureau. Et vers le 10 septembre, le jour où cela s'est produit, il a été assassiné. On nous dit qu'après cette fin tragique, Erika ne pouvait même pas ou ne voulait pas déplacer ses affaires de leur place. Dans leur chambre, leur salle de bain. C'est ce qu'elle a raconté au New York Times quelques jours plus tard, lorsqu'elle les a accueillis dans cet appartement, celui que vous voyez là. Eh bien, avançons jusqu'au 12 décembre et dans le cadre de sa campagne de relations publiques Shabbat Shalom, elle a accordé sa toute première interview depuis le bureau de Charlie à la maison. Elle a donné cette interview à Glenn Beck. Et pendant cette interview, elle jouait le rôle, comme vous allez le voir, de « c'est la première fois que je reviens dans son bureau ». Et elle continue de baisser les yeux et elle dit « Désolée, je regarde vers le bas. Je regarde simplement toutes ces choses que Charlie a laissées sur son bureau. » L'insinuation évidente pour le public étant qu'elle n'était pas encore entrée dans cet espace. Elle n'avait pas encore fouillé dans ses affaires. Elle n'avait pas vu les dernières choses qu'il avait écrites sur le bloc-notes.
Et pourtant, curieusement, cette photo de mariage a disparu. D'accord, Internet avait raison. De le signaler. Écoutez ce qu'elle dit à Glenn Beck. Je suis en fait assise dans son bureau. C'est son bureau à la maison. Et je ne suis pas venue ici depuis très longtemps. Et c'est en partie pour ça que je regarde souvent vers le bas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de te regarder, c'est parce qu'il y a tellement de trésors ici. Par exemple, ce bout de papier, il écrivait sur tout. Il y a des papiers partout. Ici, il est écrit, ce sont les priorités. Il est écrit famille, enfants, héritage, les enfants, numéro 1. Par opposition au carriérisme, au consumérisme et à la solitude. C'est intéressant. Je ne sais pas. Je pourrais passer des heures à ce bureau. Mais ce que je veux dire avec ces petites choses, c'est que il s'asseyait ici le dimanche, écrivait, utilisait son journal, fouillait dans tous ses tiroirs, et il se préparait pour la semaine à venir. C'est devenu un peu gênant quand elle a lu la partie sur la solitude. Et les enfants sont sa priorité et elle s'éloigne un peu de ça, de toute façon. Tu l'entends dire qu'elle n'était pas venue ici depuis longtemps. Donc, Internet a eu raison de remarquer cette bizarrerie. Si c'est vraiment ta première fois dans son bureau, la première fois que tu regardes son bureau, qui déplace le cadre derrière sa tête? Personne de sain d'esprit n'entrerait dans la maison d'une veuve en deuil pour déplacer une photo d'elle et de son mari prise le jour de leur mariage sans permission explicite. Que s'est-il réellement passé là-bas? Nous avons quelques options. Passons-les en revue. Option A, que je tiens à dire, est toujours ma préférée. Andrew Colvett a agi de son propre chef. Andrew Colvett a agi de son propre chef. Il était là-bas. Et la seconde d'après, il était en train de s'agiter et de bafouiller dans le bureau. Il s'est dit, cette photo de mariage, je l'emporte avec moi. Il ne peut pas s'en empêcher, Andrew Colvett. Il est hors de contrôle et fouille les affaires de Charlie. C'est l'une des options. Ensuite, il y a une option B. C'était la réaction immédiate d'Internet. Ils ont dit, c'est Erika qui l'a enlevé. Pourquoi l'aurait-elle enlevé? Erika est maléfique. Pourquoi ferait-elle une telle chose? Mais j'aimerais contester cette idée. Je n'accepte pas du tout cette option. Je ne crois absolument pas que c'est ce qui s'est passé. Parce que ce serait exactement le contraire du message de communication très intentionnel que Turning Point USA diffuse depuis la mort de Charlie. À chaque instant, même lorsque Charlie reposait dans son cercueil, tout était fait de manière très intentionnelle. Il voulait que le public reconnaisse qu'Erika était la femme de Charlie. Le mari d'Erika n'était plus là. Erika et Charlie, Erika, elle a même utilisé intentionnellement des expressions comme « mon Charlie » dans son discours initial qui, soit dit en passant, a été en grande partie écrit par Blake Neff, d'après ce qu'on m'a dit. De plus, dans les lettres et emails de collecte de fonds qui ont suivi, il voulait que le public sache que c'était le cas. Entre guillemets, « mon Charlie », pour leur rappeler encore et encore que c'est son mari, c'est son mari. L'intention était bien sûr de préparer le terrain émotionnel pour ce transfert soudain de pouvoir. L'idée étant qu'elle est en fait la moitié de Charlie, donc personne ne devrait rien remettre en question. Charlie pensait qu'elle était formidable, et vous devriez penser qu'elle l'est aussi. Personne ne devrait se demander ou poser la question de savoir si elle est qualifiée pour être PDG et présidente. Quel est le point que j'essaye de faire passer? Non, Erika n'est pas la personne qui a déplacé cette photo. En fait, il serait bien plus probable que Stacy Sheridan ait ajouté cette photo à l'arrière-plan. Ils auraient dit « D'accord, nous sommes dans son bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mettons des choses derrière pour rappeler aux gens que c'est son Charlie, à quel point ils étaient heureux et amoureux. » Donc, cela ne nous laisse vraiment qu'une seule autre option. Et cette option serait que Charlie lui-même ait déplacé le cadre. Et il aurait dû faire cela le 9, la veille de l'assassinat. Ce qui se serait passé ensuite, c'est qu'Erika ne s'en serait tout simplement pas rendu compte. En fait, si on y réfléchit, c'est un détail plutôt mineur, et ils auraient certainement été complètement absorbés par tout ce qui se passait. Ils n'auraient pas prêté attention à savoir si l'arrière-plan correspondait ou non lorsqu'elle s'est assise à ce bureau pour la première fois après sa mort. Même les détectives d'Internet ne l'ont pas remarqué. Nous avons passé des heures là-dessus, et nous ne l'avons pas remarqué non plus. Jusqu'à maintenant, environ 6 mois plus tard, les gens se disent « Attendez, c'est un détail mineur qui semble en fait assez important. » Donc voilà, c'est l'option qui me paraît la plus probable. C'était vraiment un oubli. Et devinez quoi, les amis? Nos indices d'enfants en bas âge avec mon chien Blue commencent à s'accumuler. D'accord.
Commençons par cela comme tout premier indice, à savoir, bien sûr, Erika assise au bureau de Charlie sans la photo de mariage en arrière-plan. D'accord. Voilà notre indice. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Continuons. Il s'agit assurément d'une refonte étrange, mais sans plus d'indices, nous ne pouvons pas nous faire une idée précise. Ce n'est tout simplement pas comme ça que fonctionne ce jeu. Mais il y a d'autres indices. Chaque épisode recèle toujours de nouveaux indices. Parce que lorsque nous revenons en arrière et que nous prêtons attention à ce qu'Erika nous a dit, nous commençons à réexaminer ce que je considère désormais comme une histoire objectivement incompréhensible sur le fait que Charlie était tellement enthousiaste pour la tournée, alors même qu'il intervient sur... Il visite des campus chaque semaine, mais cet événement l'excitait tant qu'il n'a pas dormi, malgré sa fille au lit. Il part quand même. Bonne nuit. Je veux que vous écoutiez ceci maintenant. Avec le recul, de nouvelles oreilles. Et si vous voyez un indice, je veux que vous le criez à l'écran. Dis, un indice, un indice. Écoutons. Ce soir-là, il était tellement excité. Je veux dire, il disait juste « j'ai tellement hâte, ce sera génial ». Et il s'est levé vers 2h45, 3h du matin pour aller dans la cuisine prendre un encas. Et notre fille s'était réveillée à peu près au même moment. Nous vivons dans un petit espace. On peut un peu entendre quand tout le monde bouge dans la maison. Alors elle est venue dans notre chambre et elle est restée dans notre lit. Et il adorait toujours quand Gigi dormait dans notre lit parce qu'elle est, vous savez, encore petite. Ils se blottissent contre toi et ils sont juste nichés là. Mais tu sais aussi que ça peut devenir très acrobatique quand un enfant de 3 ans est dans ton lit et que, d'une façon ou d'une autre, ses pieds finissent sur ton visage. Alors j'ai dit, je veux que tu passes une bonne nuit. Vas-y, dors dans sa chambre. Et je vais baisser la clim. Comme ça, ce sera bien douillet là-bas. Et je veux juste que tu passes une bonne nuit pour que tu sois incroyable demain. Alors Gigi et moi, on est restés dans notre chambre. Et ce matin-là, il s'est réveillé super tôt et il est venu dans notre chambre, dans la salle de bain, parce que c'est là que se trouvait son alliance et son collier. Il est entré et il les a pris. Et puis il est parti. Je n'ai même pas pu lui faire un bisou de au revoir. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Les gens disent qu'il y a un indice. Vous avez vu des indices, vous? Oh, d'accord. Laissez-moi revenir là-dessus. Laissez-moi en fait réitérer ce qu'Erika a dit s'être passé la veille au soir, parce que ça n'a aucun sens. Elle dit « Charlie était tellement excité » et puis elle cite. Il disait « J'ai trop hâte. Ça va être le meilleur. » Fin de citation. C'est une citation de Charlie. « J'ai trop hâte. Ça va être le meilleur. » D'accord, puis-je demandais pourquoi. Pourquoi UVU allait être le meilleur? Charlie n'est-il jamais allé à UVU auparavant? Non, en fait, il y est déjà allé avec moi. J'ai déjà fait UVU avec lui. Honnêtement, j'ai fait beaucoup d'événements universitaires. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'excitation. Pour aller s'asseoir avec un tas d'adolescents, pour la plupart surprotégés par leurs parents, et qui vont crier toutes sortes de questions comme toi. Ça allait être le meilleur? On l'a déjà fait. Pourquoi ça allait être mieux? Je me sens offensée. Je pensais qu'on avait eu une bonne expérience à UVU. Je n'irai certainement pas jusqu'à dire que c'était le meilleur, et je n'étais pas non plus au bord de mon siège. Je n'ai pas spécialement envie d'y retourner. Je ne meurs pas d'envie de retourner à UVU. C'est bizarre. J'aimerais juste demander pourquoi. Elle dit alors que Charlie s'est réveillé pour prendre un encas à 2h45 du matin. Et apparemment, il était tellement bruyant, l'appartement est petit et c'était peut-être son excitation. Il est du genre « Ouais, sois toi-même. »« Ouais, je suis tellement excitée. » Qui sait? Bon, ce n'est pas très clair. Mais l'implication, c'est que c'est ça qui a réveillé sa fille de 3 ans à 2h45 du matin. Ce n'est pas à cet âge-là que les tout-petits se réveillent, d'accord? Ce sont des tout-petits qui ont été habitués à dormir, d'accord? Gigi se réveille à 2h45, cette petite fille de 3 ans qui devrait être en phase de sommeil paradoxal. Les tout-petits dorment profondément. Peut-être que Gigi a le sommeil léger. C'est aussi curieux qu'ils soient tous réveillés. Il est 2h45 du matin, le matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais la solution, elle en est sûre, la solution à cette sorte de chahut avant l'aube, c'est que Gigi va dormir dans le lit de Charlie. Et parce qu'elle voulait qu'il soit formidable et bien reposé. Bon, d'abord, tu as dit qu'il était 2h45, 3h du matin. J'ai l'impression que le train est déjà parti en ce qui concerne le repos. Je veux vous rappeler, les gars, que Charlie va ensuite
Il a un vol prévu à 6h30 du matin. Donc, si tu es debout à 3 heures, on peut déjà dire adieu à l'idée de se sentir en pleine forme pour le vol du lendemain, qui est à 6h30 du matin. Et si tu étais vraiment capable de t'endormir aussi vite et de te réveiller aussi facilement, tu préférerais probablement le faire dans ton propre lit. D'habitude, les gens, quand ils voyagent à l'étranger ou même simplement dorment dans un autre lit que le leur, peut-être dans un hôtel à proximité. Pendant longtemps, tu n'as qu'une hâte, retrouver ton propre lit. Je pense que c'est généralement le cas. Tu te dis, oui, je suis enfin de retour dans mon propre lit. Et si je veux vraiment bien dormir, je vais le faire dans mon propre lit, pas dans la chambre de mon tout petit. Je vais supposer que ce lit n'est pas de la même taille que le leur. Mais Erika, peu importe, a l'impression que c'est une occasion pour lui de se sentir en pleine forme à 3 heures du matin et d'aller dans le lit de Gigi. C'est le meilleur endroit pour faire ça, ou dans la chambre de Gigi. D'accord. Pendant que Gigi dort dans le lit de sa mère, ce petit échange à 3 heures du matin tout à fait décontracté. Je commence à avoir l'impression qu'il y avait peut-être une autre raison pour laquelle la fille s'est réveillée, mais reste avec moi. Peut-être qu'il y avait du bruit, pas à cause de l'excitation, mais peut-être à cause d'une dispute. Peut-être qu'il y a eu une dispute. Ça me semblerait plus logique, surtout quand on ajoute la suite. Elle conclut cette partie en nous disant que Charlie a enlevé son alliance. Au cours de cette même nuit, ce qui explique pourquoi il a dû, bien sûr, la remettre le lendemain matin. Erika dit qu'il l'a remise discrètement le lendemain. J'ai tout de suite remarqué ça. Même en direct, je me suis dit que c'était bizarre, connaissant Charlie. Mais je ne pouvais l'expliquer au public. Je connais Charlie. Charlie est le genre de personne qui pourrait dormir avec ses bottes, alors cette petite bague. Je ne connais pratiquement aucun homme. Vraiment, je n'en connais aucun, mais évidemment, je suppose qu'il y en a. Peut-être que tu as plein de petites bagues bizarres et que ta main est enflée pour une raison, je ne sais pas, et que tu prends soin d'enlever méticuleusement cette petite bague. Charlie ne me semble pas être le genre de personne à faire ça. J'ai dit, ça me paraît un peu étrange. Je veux aussi ajouter ce petit détail. Erika est, comme vous allez le voir, extrêmement mal à l'aise à l'idée de parler du dernier jour de Charlie. Fox News a dû faire beaucoup de coupes. Beaucoup de « tu peux, maintenant que je te le dis et que tu regardes, tu vas te dire « ah oui, il coupe » et un peu comme s'il plaçait sa réponse à un autre moment, de façon très évidente, et qu'il coupait maladroitement des parties entières quand Jessie lui pose une question assez simple. Raconte-moi la journée avant la fusillade. Ce serait le dernier jour complet de Charlie sur Terre. Écoute bien comment elle répond à cela. Racontez-moi la journée avant la fusillade. Il était au bureau et nous devions nous retrouver pour dîner avant avec un de nos chers amis que je voulais avoir avec nous pour prier ensemble avant l'événement. Ce n'est un secret pour personne que la situation sur le campus devient tendue. On voyait des gens arriver sur le campus avec des armes avant l'événement. C'est ce qui s'est passé avec Charlie, l'assassinat de Charlie. Et donc je sais que, tu sais, toi et moi n'avons même jamais parlé du fait que je disais souvent « Charlie, as-tu déjà pensé à porter un gilet pare-balles » Il hochait la tête et disait « Oui, j'y ai déjà pensé. » Mais il disait toujours « S'ils veulent en m'avoir, ils m'auront. » Il n'avait pas peur. De toute façon, ça n'aurait rien changé, même s'il avait porté un gilet. La mère d'Erika avait un problème de santé, alors elle est restée à Phoenix pour s'occuper d'elle. Elle prévoyait de rejoindre Charlie lors du prochain événement Turning Point prévu à Colorado State, seulement quelques jours plus tard. Il disait « La maison a besoin de toi. La maison a besoin de toi. Reste à la maison. Viens avec moi jeudi au prochain événement que nous avons. » Ils n'ont pas... Elle refuse d'aborder ce sujet. J'ai tout cherché. Je veux en savoir plus sur le dernier jour de Charlie. Je peux reconstituer ce que Frank a dit. Je peux reconstituer quel était son emploi du temps. Mais ce n'est pas une question à laquelle elle se sent à l'aise de répondre. Et, d'ailleurs, ce cher ami auquel elle fait référence, bien sûr, nous savons maintenant qu'il s'agit d'un prêtre. Un prêtre qui est venu prier pour le mariage de Charlie et Erika, la veille au soir. C'est ce qu'on m'a dit, pas Charlie. Être stressé à cause d'un article écrit par un gauchiste, ce qui arrive toutes les 10 secondes dans notre monde. C'est ce qu'on m'a dit. Essayons maintenant de rassembler ces indices, juste pour récapituler. D'accord, indice numéro 1, Charlie n'a pas dormi dans son propre lit malgré son retour d'un long voyage en Asie. Numéro 2, l'alliance de Charlie a été retirée. Numéro 3,
Charlie a enlevé, je pense que je le dis, je vais dire prétendument, je pense que c'est Charlie qui a retiré sa photo de mariage de son décor à la maison. Je pense que c'est là qu'il est allé dans son bureau pendant un moment. Numéro 4. Un prêtre est venu prier la veille au soir. Encore une fois, quand je sors mon petit carnet et que je rassemble les éléments, en utilisant la logique de base et sans essayer de regarder dans toutes ces directions différentes et toutes ces possibilités, je sais qu'il y a toujours ce gamin au fond de la classe et tu lui demandes « Eh bien, que te disent ces indices ?» Et il lève la main et il dit « Ça me dit que Tyler Robinson a tiré sur Charlie. Il a agi seul sur le toit d'un immeuble. » Mais en fait, ce gamin serait un idiot. Ce gamin serait un idiot. Parce que l'image qui commence à se dessiner, c'est que le dernier jour de Charlie a été marqué par beaucoup de disputes, d'accord? Des disputes à propos de son éloignement de la position pro-Israël, du fait qu'il disait aux gens qu'il en avait assez, qu'il ne voulait plus de l'argent, qu'il disait aux gens qu'il voulait me ramener à Hamfest. Il l'a dit très clairement aux gens. Le 9, la veille de sa mort. Et quand je vois qu'Erika est incapable d'expliquer ce qui s'est passé la nuit précédente, qu'elle est un peu évasive dans ses réponses et qu'elle nous parle plus de la façon dont Gigi dort et bouge dans le lit que de ce que faisait Charlie, à part prendre un encas. Je pense, et je peux me tromper, qu'il y a eu une dispute explosive qui a eu lieu. C'est ce qui me semble logique par rapport à ce que je ne sais pas. C'est ce qui a du sens. Parce qu'ils ne l'ont pas été, honnêtes dans leur façon de décrire la relation qu'ils avaient. Et je vais m'arrêter là. Cette idée d'une relation incroyable pieuse, ce n'est pas exact. Et cela n'aurait pas été pertinent si Erika avait été honnête tout au long de ce processus. Mais ce n'est pas le cas. Elle se fait prendre dans beaucoup de mensonges. En réécoutant ces mensonges, ça me fait un effet bizarre, surtout en revoyant ces extraits. Et je veux que tu vois cela, pour finir. Je veux remettre sur le tapis l'interview de Glenn Beck, parce que, avec le recul, comme je l'ai dit, on voit toujours plus clair, et je veux que tu fasses attention à la façon dont elle ment. Maintenant que nous savons que c'est un mensonge, c'est fou de voir à quel point elle joue la comédie pour rendre le mensonge crédible aux yeux du public. Rappelle-toi, Charlie a envoyé des messages à plusieurs personnes en disant qu'il pensait qu'ils allaient le tuer la veille au soir. Ce n'était pas juste une collation qu'il voulait. Je pense qu'il y avait de l'anxiété, il a découvert quelque chose et la situation n'était pas bonne. Je ne pense pas qu'il ait passé une nuit paisible la veille. Eh bien, Erika, à ce moment-là, lorsqu'elle s'apprête à donner cette interview à Glenn Beck, rappelle-toi, c'était l'offensive de relations publiques. Elle fait taire cette rumeur avant de se rendre compte que je détiens plus d'informations. Regarde comment elle vend ce mensonge. Écoute bien. Je connais la tournée. C'était la première étape de la tournée. Et je sais que vous aviez rencontré votre prêtre la veille au soir. Penses-tu que Charlie savait, dans une certaine mesure, et avait fait le choix conscient que je pourrais être éliminé prématurément, pas qu'il savait que ce serait ce jour-là, mais qu'il avait le pressentiment que cela pourrait lui arriver, et qu'il a intentionnellement choisi d'avancer avec foi en Dieu? C'est intéressant parce que nous avons toujours, des quantités incroyables de menaces de mort. Mes enfants reçoivent des menaces d'enlèvement, des menaces de mort. Toute notre équipe reçoit des menaces de mort. Nous savions qu'il y aurait toujours une menace, mais Charlie et moi, nous nous étions promis de ne jamais vivre dans la peur. Et il disait, s'ils doivent m'avoir, ils mourront. Mais il n'envoyait pas de message aux gens la veille en disant, je vais être assassiné. Ils viennent après moi. Quelqu'un va me tuer. Il n'a pas dit ça. Et j'avais son téléphone portable. Il n'a pas dit ça. Et donc, ce que je sais, c'est que nous croyons au pouvoir de la prière. Et ce que je sais, c'est que nous croyons en notre Dieu souverain. Et ce que je sais, c'est que la veille au soir, nous avons fait ce que nous faisions d'habitude avant les tournées. Nous avons fait notre prière et nous avons demandé au Seigneur de nous protéger et nous avons demandé au Seigneur que sa volonté soit faite. C'est ce que nous avons fait. Tout ce que je dis, c'est que ça prend une autre dimension avec le recul. Elle vend ça. J'ai son téléphone. Il ne l'a jamais dit. C'était détendu. Tout le monde était détendu. Moi, le prêtre, Charlie ne devenait pas catholique. On aimait juste relaxer. C'était super. J'ai son téléphone. Donc, les rageux, vous avez tort. C'est du jeu d'acteur. C'est du jeu d'acteur.
Et on nous dit alors, oh, c'est parce qu'il avait une appli de messagerie. C'est faux. Dan Flood a envoyé un message sur iMessage. Alors, qui l'a supprimé? Si ce n'était pas Erika. Peut-être qu'elle se fait vraiment balader par tout le monde autour d'elle. Mais le discours a toujours été que ce n'était pas possible. Tu te souviens? C'est tout simplement impossible. Il n'y a aucun moyen qu'un PDG puisse être entouré de pièges. Mais si elle se fait balader, elle en serait très consciente à ce stade. Donc je n'excuse pas vraiment ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a supprimé les messages? Est-ce que Kash Patel est venu supprimer les messages? Peut-être. Je ne sais pas. Je trouve très étrange qu'on lui ait même permis de récupérer le téléphone aussi rapidement. Ou même tout court. Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'ont même jamais saisi le téléphone, si je me souviens bien. Mais j'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a dans ce téléphone. Alors, à vous de jouer Laura Loomer et les sionistes. Nous revenons tout de suite après avoir laissé la parole à certains de nos sponsors. Très bien, vous avez peut-être vu les discussions qui ont lieu en ligne ces derniers temps. La censure revient partout. Les plateformes contrôlent les récits et imposent leur propre vision. Il faut donc riposter. Rumble est la seule entreprise qui a résisté à l'épreuve du temps et qui mérite notre soutien. D'un côté, Rumble s'attaque à la censure des géants de la tech. Mais désormais, ils ont lancé une protection contre les grandes banques et leur exclusion. Elles peuvent fermer nos comptes ou bloquer nos cartes. C'est pourquoi ils ont lancé Rumble Wallet, un portefeuille que personne ne peut annuler. Avec Rumble Wallet, vous contrôlez votre argent. Aucune institution, pas même Rumble, ne peut y accéder. Il est à vous, rien qu'à vous. Plus qu'un portefeuille pour acheter et économiser, soutenez aussi vos créateurs préférés avec un pourboire en un clic. Aucun frais quand vous donnez un pourboire. On reçoit tout instantanément, sans attendre de paiement comme ailleurs. Soutenez mon émission et d'autres créateurs via le bouton pourboire sur Rumble ou sur wallet.rumble.com. Encore une fois, c'est wallet.rumble.com. Ou bien, vous pouvez chercher Rumble Wallet dans les boutiques d'applications. Je veux aussi vous rappeler Riverbend Ranch. Vous le savez, je les adore. Si vous me suivez depuis un moment, alors je vous parle sans cesse de la qualité de leurs steaks. Si vous ne les avez pas encore essayés, c'est le moment idéal. Parce que en plus d'être délicieux, le bœuf vient d'être placé au sommet de la pyramide alimentaire par l'USDA. Le bœuf est une protéine complète et il contient les 9 acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour fonctionner. Il vous rassasie aussi plus longtemps, ce qui réduit les envies et le grignotage. C'est l'un des aliments les plus riches en nutriments, bourrés de protéines, de fer, de zinc et de vitamine B qui aident à soutenir l'énergie, la force et la santé globale. Donc, si vous cherchez à faire des choix plus intelligents pour votre santé cette année, Riverbend Ranch est l'endroit idéal pour commencer. Depuis 35 ans, Riverbend Ranch crée un troupeau d'angus d'élite en utilisant la technologie par ultrasons pour sélectionner des bovins génétiquement supérieurs, en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté. Ils n'utilisent que le top 1 ou 2% de toute la population angus comme bétail reproducteur, produisant ainsi un bœuf bien plus savoureux et tendre que l'angus moyen. Tous les bovins de Riverbend Ranch naissent et sont élevés aux États-Unis. Ils n'utilisent jamais d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Vous pouvez vous-même goûter la différence. Rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Canis lors du paiement et vous bénéficierez de 20 $ de réduction sur votre première commande. Encore une fois, c'est riverbendranch.com. Code promo Canis au moment du paiement. Voilà ce que je pense. Je comprends que la fête MAGA est terminée. Elle a été infiltrée par une bande de losers. Mais pourquoi doit-on être obligé de la regarder mourir à petit feu? À ce stade, on dirait juste un rituel d'humiliation. Même la façon dont Bibi Netanyahou arrive, je ne sais pas si tu as vu hier, avec un cortège motorisé plus grand, plus long et plus sécurisé que celui du président Trump quand il se déplace. J'ai l'impression qu'il fait ça juste parce que tu peux t'imaginer être Bibi Netanyahou, non? Il peut faire ce qu'il veut et personne ne va le remettre à sa place. Genre, il va voir les présidents pour leur dire ce qu'ils vont faire, combien de personnes doivent mourir, qui il va assassiner, et les gens acceptent juste ça. Du coup, ça doit être tellement ennuyeux pour lui. Et pour qu'il ressente un quelconque plaisir, il doit forcément le tirer de la souffrance des autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de sadique dans tout ça. Quand on voit ce qu'il fait à Trump, Trump qui lui tire la chaise, lui offre un cortège encore plus grand, cet énorme convoi pour arriver, l'hélicoptère au-dessus, personne n'arrive comme ça. C'est comme ça que Bibi Netanyahou arrive et Trump aussi. On pourrait penser qu'il pourrait se dire « Ok, je vais défendre la liberté d'expression en Amérique. » C'est tout. C'est la dernière relique de Skate MAGA. Et il fait exactement le contraire. Et donc, le président Donald Trump a cette commission de la Maison-Blanche sur la liberté religieuse. Et bien sûr, il tenait une audience sur l'antisémitisme, parce que c'est ce qui se passe. C'est la seule chose qui pourrait se passer.
Ce n'est pas comme s'il s'agissait, tu sais, de meurtre, du massacre de centaines de milliers d'enfants qui indignent les gens. C'est juste parce que ce sont les Juifs qui le font, si tu les crois. Et Kerry Prejean Bowler s'est levée. Et elle a dit « c'est inacceptable. Cette audience est inacceptable. » Et je n'accepte rien de tout cela. C'est quoi au juste l'antisémitisme? Car aujourd'hui, ça semble tout englober. Revenez voir la vidéo si besoin. Ses remarques étaient marquantes. Mais voici, en substance, ce qu'elle a dit, je pense au nom de nous tous, à propos de pourquoi tout semble être de l'antisémitisme, même quand ce n'est clairement pas le cas, et ce qui se passe réellement. C'est qu'on nous force à soutenir les objectifs démoniaques de l'État d'Israël. Écoutez plutôt. Juste pour être clair, l'antisionisme est-il de l'antisémitisme? Oui. C'est le cas? Selon l'IRA? Rabbin, c'est à vous? Vous n'êtes pas sûr? Alors, Définition? j'aimerais beaucoup répondre à cela. Sans aucun doute, l'antisionisme est de l'antisémitisme. Et sans aucun doute, et il n'est pas nécessaire de soutenir les politiques spécifiques du gouvernement israélien, mais ne pas soutenir le droit d'Israël à exister, ce que font les antisionistes, tout en n'adoptant pas la même position envers les 28 pays musulmans et les 13 pays chrétiens dans le monde, c'est avoir un double standard, c'est de l'hypocrisie et c'est absolument de l'antisémitisme. Évitons aussi de faire des remarques islamophobes ici aujourd'hui. Merci d'avance. Je veux juste dire, Oh mon Dieu, nous en préserve, était-ce quelque chose comme ça? Mais si le peuple juif est le seul à qui vous niez le droit d'avoir son propre État, c'est clairement un double standard. C'est de l'hypocrisie et de l'antisémitisme. eh bien, comme vous le savez, je suis catholique. Je suis catholique, et les catholiques n'adhèrent pas au sionisme, juste pour que vous le sachiez. Donc, selon vous, tous les catholiques sont antisémites? Comme je l'ai dit, l'antisionisme en niant aux Juifs le droit d'avoir leur propre État, tout en ne disant pas la même chose pour d'autres peuples, c'est un double standard de l'hypocrisie et de l'antisémitisme. Donc juste. C'est vraiment un très mauvais argument. Et je disais cela moi-même quand j'étais sous l'emprise démoniaque du sionisme, cette idée de pourquoi ne pourraient-ils pas avoir leur propre État? Tu sais que ce n'est en fait pas un droit inhérent, n'est-ce pas? En réalité, tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai une philosophie politique et elle s'appelle le sionisme. Et donc ce que je vais faire, c'est dire qu'il s'agit d'une race de personnes qui a le droit de commettre des meurtres de masse. Des gens qui vivent sur cette terre depuis des milliers d'années. Pour la prendre, pour s'emparer de leur maison de façon hostile, sans les payer. Nous allons simplement te tuer, prendre ta maison sous la menace d'une arme. Parce que les Juifs, dont beaucoup sont sionistes, eh bien, nous n'avons pas d'autres pays qui nous appartiennent. Avoir un pays pour soi, en réalité, ce n'est pas un droit humain. Un droit humain, c'est, tu sais, avoir accès à de l'eau potable, pouvoir vivre dans une maison qui t'appartient, sans que quelqu'un vienne te la prendre de force sous la menace d'une arme et assassine ta descendance. Et ce qu'ils disent est essentiellement, c'est qu'ils ont le droit de violer les droits humains parce qu'ils en ont établi un nouveau, celui d'avoir un État. C'est tout. Alors ce que je vais faire, j'adore ça. J'adore ce que tu fais. J'adore. Je trouve ça génial. Je vais simplement créer ma propre religion. Elle va s'appeler candacisme. Et ce que ça signifie, c'est que toute personne qui est candaciste, si tu nies notre droit d'exister, nous voulons tout Israël. Nous le voulons en entier. Et si je suis désolée, mais pourquoi les musulmans ont-ils leur propre État? Pourquoi les chrétiens ont-ils leur propre État? Nous, non. Tu es juste en train de dire, voici un pays à majorité musulmane et voici un pays à majorité chrétienne. Et tu dis que ça veut dire que nous avons notre propre État. En réalité, nous ne l'avons pas. Vous survivez grâce à l'aide sociale. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes littéralement un État assisté au Moyen-Orient qui est aussi rempli d'une bande de tueurs de masse. C'est le parti Likoud qui dirige tout ça. Et en fait, ce que c'est juste une équipe de tueurs de masse. C'est ce qui se passe. Et maintenant, vous essayez de justifier cela avec la Bible en disant que vous avez le droit de faire ça, que vous avez le droit de tuer et de massacrer des enfants et de violer des gens, ce qu'ils ont été pris en train de faire devant la caméra. Et personne ne peut rien dire parce que c'est un argument tout fait. Donc tant mieux si Kerry le nie, parce que en réalité, vous n'avez pas le droit à votre propre État.
c'est juste inventé. Vous n'avez fait que le répéter et laver le cerveau des gens pour leur faire croire que c'est réel. Vous ne pourriez pas simplement réunir un groupe de scientologues et dire « Oh, eh bien, pourquoi les scientologues n'auraient-ils pas leur propre État? Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement prendre le contrôle de toute l'Amérique? Ça n'existe pas. En réalité, ça n'existe pas parce que le judaïsme est une foi. Et vous n'avez pas simplement le droit de prendre ce qui n'a jamais été à vous et ce dont vous n'avez jamais prouvé qu'il vous appartenait. En réalité, c'est le contraire. Vous prouvez venir de Turquie, puis vous effacez vos livres en réécrivant constamment l'histoire. C'est précisément pour cela que vous détestez l'Église catholique. Elle se souvient que l'Amérique était un jeune pays à l'époque où vous êtes arrivés ici. Vous avez contrôlé les manuels scolaires qui étaient écrits comme Robert Maxwell, nous faisant tous subir en fait un programme de lavage de cerveau à l'école publique dans tout le système scolaire public et vous ne nous avez rien appris sur l'histoire. Juste Shoah, 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 Hollywood, Shoah, version hollywoodienne de la Shoah. N'abordons surtout pas ce que les bolcheviks ont fait parce que nous sommes leurs descendants au Moyen-Orient. Et maintenant, nous allons simplement nous accorder à nous-mêmes des noms qui sonnent hébreux, et nous allons apprendre l'hébreu, ce que nous avons fait, et plus personne ne pourra poser de questions. Eh bien, nous avons maintenant d'autres questions. Les gens commencent à se réveiller. Ils apprennent la véritable histoire. On ne peut tordre la réalité que pendant un certain temps avant qu'elle ne revienne en force, et il semble qu'elle soit en train de vous revenir assez violemment en ce moment. Kerry a dit qu'on ne peut pas massacrer des enfants, peu importe la justification. C'est inacceptable. Ils l'ont donc licencié car ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont impuissants. Ils sont impuissants depuis l'Holocauste. Mais dit que le Christ est roi ou dit « Non, je n'adore pas Israël ». Et tu vas vite découvrir à quel point ils ont du pouvoir quand ils essaieront de te salir, d'impacter combien d'argent tu peux gagner et de te faire virer. Pour avoir des principes et, en fait, une morale biblique, une morale façonnée par la Bible. Tu ne tueras point, ce que je pense que les vrais Juifs diraient « Oui, c'est vrai ». Donc oui, je pense que c'est une bonne chose que Carrie a été licencié, une étoile a été née. Carrie, avant Jean Belair, a été licencié et cela a été annoncé sur X après que les sionistes ont exigé son renvoi. C'est maintenant l'inverse qui va se produire. Elle sera plus populaire que jamais et les gens abandonneront les principes selon lesquels il faut adorer Israël, quitteront ces églises qui pour la plupart étaient comme l'église Calvary Chapel fondée par la CIA et trouveront la vraie foi. Voici comment Dan Patrick l'a annoncé sur X, soit dit en passant. Carrie Prejean Belair a été démis de ses fonctions au sein de la Commission sur la liberté religieuse du président Trump. En fait, personne n'en a rien à faire. Nous ne sommes pas en 2015. Ce n'est pas cool d'être MIGA, parce que c'est exactement ce que c'est, rendre sa grandeur à Israël. MAGA est mort, MIGA est en fonction. Nous avons compris. Il continue. Aucun membre de la commission n'a le droit de détourner une audience à des fins personnelles ou politiques, quel que soit le sujet. C'est clairement, sans aucun doute, ce qui s'est passé lundi lors de notre audience sur l'antisémitisme en Amérique. C'était ma décision. Oui, non, tu prends énormément d'argent. De la part des sionistes, tu pourrais juste l'assumer, Dan. Fais quelque chose de correct, Dan. Assume le fait que toi, comme tout le monde, tu es tout simplement acheté. Israël t'a acheté. La commission a fait un excellent travail en 5 auditions et 2 autres suivront. Ces témoignages sont éclairants et bouleversants. Sous Biden, les Américains de toute confession ont perdu leur liberté religieuse et sont punis pour leur foi, dans l'éducation, l'armée, le privé et les ministères. Et donc, en conclusion, ce que nous allons faire, c'est punir Carrie Prejean Belair pour sa foi. Être catholique, catholique et orthodoxe, méfiez-vous, d'accord? Méfiez-vous. Parce qu'alors que nous trouvons enfin notre place en Amérique pour la toute première fois, et que les gens apprennent la véritable histoire et comprennent ce qui s'est réellement passé et découvrent ce que les bolcheviks ont fait, quand les gens apprennent ce qui a été fait à la famille Romanov, ils découvrent que ces gens avaient une soif de sang. Comme vous ne pouvez pas l'imaginer, et reconnaissez ce que j'ai dit hier. Ces poules finiront par rentrer au poulailler. Vous soutenez le mal. Il ne faudra pas être surpris quand cela reviendra vous hanter. Et malheureusement, j'aurais aimé que Charlie Kirk m'écoute parce que je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu. Et il l'a fait. Il a commencé à changer de cap. Je dirais il y a 1 an. Nous avons commencé 1 an avant qu'il ne décède. On a évoqué la foi catholique et le sionisme. Mais SMS le prouve. C'était déjà trop tard. Pas de demi-mesure avec le mal. Il n'y a pas de demi-mesure avec Satan. Satan est un orphelin. Il est égoïste. Et il viendra toujours réclamer son dû. Et c'est ce que je voulais dire à ce sujet.
Je veux aussi vous donner une petite mise à jour parce que j'ai trouvé ça hilarant. J'ai reçu des messages, quelques personnes m'ont contacté, elles faisaient partie du spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec Turning Point USA, ce que je vous ai déjà dit être embarrassant pour les républicains, parce que maintenant on fait juste semblant d'avoir un public. On fait semblant. Qu'on est apprécié, que le parti fait ce qu'il faut, c'est en train de s'effondrer, évidemment. Le parti républicain s'effondre. Le Super Bowl l'a prouvé. Faites illusion jusqu'au bout. On va payer des influenceurs. On a de l'argent. On mène maintenant la campagne d'Hillary Clinton et on est trop gros pour échouer. Eh bien, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui pleurent par terre. Quand Hillary Clinton a perdu parce qu'il ne prêtait tout simplement pas attention à ce que ressentaient les gens partout en Amérique au mouvement populiste qui montait. C'est ce qui se passe. En ce moment, dans le Parti républicain, la donne a changé, les sionistes ont pris le contrôle, affirmant qu'ils sont trop gros pour chuter. Ils leur bourrent les oreilles, leur jettent de l'argent. Et la réalité, c'est que les gens n'y adhèrent plus. Mais l'audace de continuer à faire semblant, c'est comme Hillary Clinton. J'ai Jay-Z et j'ai Beyoncé. L'audace de prétendre que le Super Bowl alternatif a été un succès, ça devrait vous révolter. C'est un tel mensonge, c'est vraiment un mensonge objectif. Ce n'est pas nécessaire. C'est normal d'échouer, puis de changer de direction. Eh bien, voici la réalité de la façon dont cela se passe. La personne a dit, tout d'abord, que cela avait été filmé, ce que nous vous avions déjà dit. Et ils ont dit, il y a 2 semaines, ou dans les semaines précédant l'événement, à Fayetteville, en Géorgie, il n'y avait en réalité que 180 personnes dans le public. Et ils ont utilisé des astuces de caméra pour faire croire que la salle était vraiment pleine. Ils étaient simplement déplacés dans la salle pour donner l'impression qu'elle était plus remplie. Et ils ont dû faire environ 3 à 5 prises pour chaque chanson, sauf pour Gabi. Ils ont dit qu'elle avait réussi en 2 prises. Ils n'avaient aucune idée de ce pourquoi ils s'étaient inscrits. La majorité des gens n'étaient même pas d'accord une fois arrivés sur place et qu'on leur a dit qu'il s'agissait d'un spectacle de mi-temps partagé. Beaucoup d'entre eux aimaient en fait Bad Bunny. C'est bien Bad Bunny? Désolé. Oui, Bad Bunny. Je croyais avoir dit autre chose. Le tournage s'est déroulé sur 2 jours, un lundi et un mardi, et ils ont été un peu choqués qu'Erika ne soit pas du tout présente pendant ce tournage. Ils ne l'ont pas rencontrée, ils ont trouvé ça très étrange. Et ils pensaient aussi que ce serait un artiste plus important parce qu'on leur avait dit qu'ils allaient rivaliser avec le spectacle de la mi-temps. Et ils ne pensaient pas qu'ils allaient faire ça. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux étaient fans de Bad Bunny. Et ils étaient certains que ça n'allait pas rivaliser avec cette performance. Comme je l'ai dit, les chansons étaient jouées, les performances répétées 3 à 5 fois pour qu'ils puissent mieux diriger le public, ce qu'ils faisaient pour que les gens lèvent le poing et s'enthousiasment. Ils m'ont dit qu'ils étaient très fatigués parce que c'était des journées de 12 heures. Ils ont reçu une indemnité de $250 pour cela. Ils sont tombés à court de nourriture. Le premier jour, la nourriture qui leur a été fournie était de la cuisine méditerranéenne, ce qui est objectivement hilarant pour un spectacle de mi-temps typiquement américain. Et le deuxième jour, ils leur ont donné des tacos. Donc je pense que le Mexique a gagné. Il y avait une salle d'attente entre les prises et ils avaient l'impression qu'il n'y avait aucune communication. Pourquoi ils attendaient parfois pendant des heures? Il y a aussi eu des problèmes techniques. Les artistes eux-mêmes étaient également en retard et on ne leur a pas dit pourquoi. Ils étaient juste un peu coincés dans cet espace d'attente. Sauf pour Gabi Barrett, ils ont dit qu'elle était en avance et qu'elle n'avait eu besoin de chanter sa chanson que 2 fois. Elle était la grande exception. Ils ont attendu le plus longtemps pour Kid Rock. Je ne pense pas que ce soit si surprenant. Et que la personne qui produisait cela, un certain Matt, essayait de les motiver. En disant, un petit oiseau nous a dit que Trump allait regarder notre spectacle de la mi-temps. C'était un peu, tu sais, l'énergie du genre, il faut empêcher les esclaves de se révolter. Ça va être génial, ça va être incroyable. Et évidemment, il leur a aussi dit que ça allait avoir plus de vues que le show de la mi-temps de Bad Bunny. Et c'est objectivement hilarant quand on considère que Trump ne l'a même pas regardé. Parce que souvenez-vous, c'est vraiment sorti. C'est cette photo de Trump et le show de la mi-temps de Bad Bunny est en arrière-plan. Il est à Bar-Lago. Donc je ne sais pas qui était ce petit oiseau. Enfin, ce n'est pas vrai. Turning Point a bien payé leur chambre d'hôtel, mais ils ont été placés avec une personne au hasard. Et oui, on leur a dit, on a besoin que vous égaliez l'énergie de Kid Rock. Ils ont signé un NDA pour ça?
Le NDA expirait 1 heure après le spectacle. Voilà votre fausse performance de la mi-temps. Et je vous dis juste la réalité pour que vous compreniez ce que l'argent peut faire. C'est incroyable. Encore une fois, ce n'est pas une critique envers les artistes qui ont participé. J'aime, surtout comme je l'ai dit, j'aime vraiment la musique de Lee Brice. C'est sa musique que j'écoute parmi tous. Et il paraît que Gabi était une vraie professionnelle. Mais ce sur quoi je commente ici, c'est vraiment le fait de voir des conservateurs faire ce que Hillary Clinton a fait et simplement faire semblant, croire qu'on peut juste faire semblant jusqu'à ce que ça marche si on a des milliards. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors faisons une petite pause et nous reviendrons avec certains de vos commentaires. Très bien, les amis, ce podcast est sponsorisé par Active Skin Repair, une marque de soins de la peau qui aide votre peau à guérir grâce à des ingrédients naturels, non toxiques et de qualité médicale. Ce qui distingue Active Skin Repair, c'est qu'il utilise la même formulation exclusive que celle utilisée dans les hôpitaux. L'ingrédient clé est une molécule appelée acide hypochloreux. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau, la molécule agit en imitant la réponse immunitaire naturelle pour nettoyer, apaiser les irritations, réduire l'inflammation et favoriser la guérison. Active Skin Repair peut être utilisé pour traiter une grande variété de problèmes de peau, notamment les coupures, éraflures, brûlures, coups de soleil, érythème fessier, acné, eczéma, rosacée et d'autres types de troubles cutanés. C'est également sûr et non toxique, ce qui le rend adapté à tous les types de peau, à toutes les parties du corps et à votre visage. Plus d'1 million de clients et de professionnels de santé lui font confiance. Il est soutenu par des milliers d'avis 5 étoiles et ses ingrédients sont si sûrs et purs qu'ils peuvent être utilisés aussi bien par le plus jeune membre de la famille que par le plus âgé. Voici une solution simple pour la peau et la santé de votre famille. Pour obtenir 20% de remise sur votre commande, allez sur activeskinrepair.com avec le code CANDICE lors du paiement. Utilisez le code promo CANDICE sur activeskinrepair.com. Vous pouvez également trouver Active Skin Repair sur Amazon et dans votre CVS local. Je vous rappelle aussi American Financing, parce qu'entre les courses, les voyages et la hausse des prix, il est facile de se sentir dépassé, surtout si vous comptez déjà sur les cartes de crédit pour couvrir les besoins de base. Face à l'accumulation des dettes, vous n'êtes pas seul. Propriétaire, vous hésitez peut-être à contacter American Financing par peur de perdre votre taux hypothécaire bas. C'est pourquoi American Financing a créé le Smart Equity Loan, une solution simple pour stabiliser vos finances sans renoncer à votre taux actuel. Contrairement à une HELOC fluctuante, le Smart Equity Loan propose un taux fixe pour un paiement mensuel prévisible. Cela vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux d'intérêt élevés, libérer des liquidités et conserver votre prêt hypothécaire existant. Il n'y a pas de frais initiaux pour savoir si vous êtes admissible. Alors appelez le 800-795-1210. Encore une fois, composez le 800-795-1210 ou visitez americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, il s'agit d'americanfinancing.net/Owens. Ça y est, nous avons fusionné nos niveaux d'abonnement. Au fait, ce serait un super cadeau pour votre petite amie. Club Candice, rejoignez le Club Candice. Allez sur candiceowens.com. Nous avons fusionné nos niveaux. 11,99 € par mois ou 120 € par an. Le club de lecture, on s'y retrouve et on commence tout juste un nouveau livre. Et moi, j'ai ça, un blocage mental qui fait que je ne me souviens jamais. C'est parti. Je n'arrive jamais à me souvenir des titres de livres. C'est tellement bizarre. Le secret de la Fondation de l'Amérique, c'est ce que nous lisons. Rejoignez le club de lecture. On commence par notre première réunion d'introduction. Pour les 3 premiers chapitres, j'ai oublié de le mentionner au club, mais c'est le moment. Allez sur le site pour acheter des produits dérivés si vous préférez. Et identifiez-moi. Si vous achetez un cadeau pour votre copine sur CandaceOz.com, identifiez-moi sur Instagram. J'adore voir ça, ça me fait plaisir. Donc, égoïstement, rendez-moi heureux. Le top com du dernier épisode, il ne nous croit pas stupides, mais impuissants. Exactement comme disait Bassem Youssef. Il dit, même s'il sortait et disait « Ouais, c'est nous qui avons fait ça. On a tué Charlie. Voilà pourquoi. Bébé contrôle le pays et nous allons vous massacrer. » Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, il faut qu'on en arrive là dans nos têtes. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait plus ou moins ce qui s'est passé, ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on va faire avec les dossiers Epstein et s'ils avouaient tout, s'ils sortaient simplement et disaient « Ouais, on s'en prend aux enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on ferait? » C'est une excellente question. Je vais m'arrêter là. C'est rhétorique. Madeleine écrit « J'ai revu le premier épisode de Candace où elle parlait de Charlie. C'était une erreur car j'ai pleuré comme si c'était hier. Candace, tu changes tout, alors n'arrêtez jamais de vous battre pour Charlie. Et soyez un guerrier heureux. #GoMax.
Merci. Je n'ai visiblement pas regardé ça. Et c'était très, très difficile à traverser. Évidemment, Honnêtement, je ne veux même pas penser à ces 2 premières semaines. Merci toutefois pour votre soutien, Jen. Il écrit dans son message. Honnêtement, son histoire personnelle me rappelle énormément de choses vécues. Et je pense sincèrement que c'est actuellement une mise en garde très sérieuse pour nous tous. Certainement, si vous êtes engagé en politique aujourd'hui, si vous avez des responsabilités importantes ou si vous aspirez à influencer le débat public, vous devriez vraiment prêter une attention particulière à ce genre de témoignages qui résonnent avec force dans le contexte actuel. N'importe quel type de pouvoir, si vous avez une certaine notoriété, il faut vraiment regarder autour de soi et comprendre que plus grand ne veut pas forcément dire mieux. Les gens commencent à remarquer quand vous prenez trop d'ampleur. Le modérateur Marcy écrit « Peut-être pourriez-vous obtenir une interview avec Milo pour parler des dossiers Epstein. » Ce scandale apporte un éclairage. Il a cité des soirées de mineurs et d'adultes. Sur Road, Milo dénonçait déjà ce comportement. Je l'ai eu récemment dans mon émission. Je ne crois pas que nous ayons parlé des dossiers Epstein, mais vous pourriez faire un épisode. Il suffit de chercher Candace Owens et Milo. En fait, je crois que nous avons un peu parlé des dossiers Epstein. Ne me citez pas là-dessus. Angeline écrit « Merci de vérifier un email envoyé ce matin entre 8h et 7h. Allez, Max, je le ferai. » Jessapi écrit « J'ai vu plus de couverture médiatique sur l'enlèvement de la dame âgée que je n'en ai jamais vu sur Charlie Kirk. Je prie pour que la femme soit retrouvée saine et sauve, mais mon cœur s'est arrêté le 10 septembre et ma confiance dans les dirigeants de ce pays est brisée. Le Christ est et sera toujours roi. Allez, Max. Oui, à ce sujet, la mère de Savannah Guthrie. Cette histoire est étrange. J'espère qu'on la retrouvera, mais il faut gérer 2 idées à la fois. C'est une tragédie, j'espère, pour sa mère. J'imagine à peine l'épreuve, mais quelque chose cloche ici. C'est le même scénario où TMZ obtient la vidéo. Genre, TMZ est complètement compromis. Et puis, Kash Patel est dans un avion en train de jouer au petit cow-boy. C'est en territoire de cartel. Nous sommes de retour en Arizona. C'est dans le comté de Pima. Nous vous en avons parlé. Si c'était ma mère, j'irais vérifier du côté des réserves amérindiennes. Parce que les fédéraux font des accords avec eux et rien de bon ne s'y passe. Vous pouvez demander aux Amérindiens ce que les fédéraux laissent faire, parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'en tirer, car il y a des règles différentes. Je pense même que là-bas, près des frontières, là où se trouvait la maison de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique, ne me citez pas là-dessus, mais j'ai l'impression que quelqu'un m'a dit que cette réserve s'étend jusque-là. Il y a quelque chose qui ne me semble pas normal. Pour une raison quelconque, ça me paraît louche. Je ne sais pas trop pourquoi. D'autres infos vont sortir. Tout ça servait de distraction. On s'est trop focalisé là-dessus alors qu'autre chose se prépare. Amy écrit « J'aimerais avoir une amie comme toi. La vérité triomphe. » Becca écrit « Erika, à 25 ans, alors qu'elle vivait dans le Michigan, a eu une relation très inappropriée avec une enfant de 15 ans. Erika a malsainement manipulé cette fille par message pendant 1 an. Vérifie ça. Que Dieu te bénisse, toi, ta famille et ton équipe. » Je me suis renseignée à ce sujet. J'ai regardé l'épisode de Baron Coleman et j'ai pris quelques contacts. Nous vous en parlerons à un moment plus approprié, probablement la prochaine fois. Pas la semaine prochaine. Nous prenons 1 semaine de pause parce que nous voulons nous retrouver. Notre série sur Erika, qui ne sera pas comme celle sur Brigitte, mais qui fera simplement un aperçu général séparant les faits de la fiction. Il y a eu de la fiction? Les gens ont mal interprété certaines choses, il y a eu des faits et il reste encore des zones d'ombre. Donc nous vous en dirons plus à ce sujet, c'est certain. Connor Finn écrit « J'en mets 5 dessus, plus un O pour ma copine CO. » Pourquoi suis-je à ce point pas dans le coup que je ne comprends pas? En plus, AO pour ma copine CO, ça veut dire quoi? Est-ce une chanson? Qu'en suis-je devenu? Bon, je connais la chanson de rap, j'en ai 5 dessus, mais c'est quoi le AO pour ma copine CO? Je veux savoir ce que c'est. Oh, il a donné 50 $. Merci, Skylar. Pourquoi suis-je comme ça? Quand suis-je devenu aussi ringard? Eh bien, mon mari et moi allons au restaurant. Nous sommes maintenant les gens qui disent « Pourriez-vous baisser la musique pour qu'on puisse s'entendre parler? » Et tu sais quel est le pire dans tout ça? J'adore ça. J'adore aller me coucher tôt. J'adore me lever tôt. C'est juste que je suis vieux, les gars. Je veux que vous le sachiez. Mais pas maintenant. J'en ai 5 dessus, plus AO, pour le CO de ma copine. Merci, Connor. Merci de m'avoir rendu cool. Alaska Dog Lady écrit « On s'est littéralement fait huer quand elle a dit « Oh, on s'est littéralement fait huer quand elle a dit
Je suis catholique. Oui, ils l'ont vraiment fait. Et ensuite, elle s'est fait virer, mais ce sont eux les victimes. Je vais être catholique à fond, ce carême. Messe tous les jours. On débarque à Dodd le mercredi des cendres. Dowd le mercredi des cendres. J'adore ça. Oui, l'Amérique est à un tournant. Ce n'est pas celui qu'ils espéraient quand ils ont évincé Charlie Kirk. Je peux au moins vous dire ça. Barbara écrit « Vas-y Max, l'événement après UVU n'a jamais été prévu. » Est-ce qu'Erika a réservé son vol pour cet événement suivant? Tu es un véritable chercheur de vérité. Que Dieu te bénisse et protège toujours toi et ta famille. Le Christ est roi. Oui, donc je pense 2 événements différents. L'un était censé avoir lieu, je crois, à Colorado State. Celui auquel je fais référence était le tout lendemain. Et c'était dans l'État du Colorado, au Caris Bible College. Et il n'avait prévu aucune disposition pour la sécurité. Encore une faille flagrante et évidente dans l'histoire. Et je ne pense pas qu'on saura jamais pourquoi. C'est parce que tout le monde essaie juste de faire avancer le monde et de mettre ça sous le tapis. Tyler Robinson. Ça y est, c'est vraiment un cas critique, soit dit en passant. Le cas de Tyler Robbins est crucial car il s'agit du dernier rempart avant que nous devions nous révolter. Si l'on découvre simplement qu'ils sont capables de faire cela alors qu'ils n'ont fourni pas la moindre preuve permettant de relier cela à Tyler Robbins. Rien. Et je vous l'ai dit, quand je me suis assise avec Erika, ils n'avaient rien. Ils ne cachaient rien. Les gens qui vous disaient « Oh, il y a… » Non, il n'y avait rien. Ils n'avaient rien de plus que ce qui avait été dit au public. Si jamais ils peuvent coller ça à un gamin au hasard, on a un vrai problème. Genre, beaucoup de problèmes. Donc, c'est la dernière étape. Si le système judiciaire est aussi une farce, enfin, je suppose qu'on pourrait dire que mon procès avec Brigitte, c'est la même chose, et qu'ils s'en servent juste pour s'en prendre à certaines personnes et en protéger d'autres, ce qu'on sait plus ou moins. Genre, on ne sait pas, mais on sait. Je pense que ça va devenir moche dans ce pays. Oui, je le pense. J'espère que non. J'espère me tromper. Mais je pense que ça va arriver. Je pense que c'est là où on va. De toute façon, on se retrouve demain.